Yaorana Kotaunui et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. Les récifs coralliens sont des environnements fragiles et depuis plusieurs années, on les observe et on apprend de plus en plus à les protéger. Pour nous sensibiliser à cette cause, nous recevons Laetitia Edouin, chercheuse au CRIOB, le Centre de recherche insulaire et observatoire de l'environnement Yarana. Johanna. Nous avons aussi Salomé Chauvelot, responsable de l'impact environnemental et social chez Coral Gardeners. Johanna. Jessica Tran, biologiste à l'association Tamari Point des Pêcheurs. Johanna. Et enfin, Pauline Bosrel, membre de l'association Tama no Te Teiroto. Yorana. On va faire un tour de table pour savoir quels sont les objectifs de chacune des organisations qu'il y a autour de cette table. On va commencer avec toi, Laetitia. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est le CRIOB et qu'est-ce que vous y faites? Alors, le CRIOP, c'est un centre de recherche qui est implanté depuis plus de 50 ans à Montréal. Et on étudie les récifs coralliens, que ce soit leur écologie, leur devenir, les menaces. Et on mène à la fois des recherches appliquées et de la recherche fondamentale. On va venir en détail, comme pour chaque organisation, sur les différents projets, les différentes choses que vous faites. On va continuer avec Salomé, Coral Gardeners. Il y a coral à l'intérieur du terme, donc je suppose que vous protégez les coraux. Qu'est-ce que vous faites? Exactement. Donc, Coral Gardeners, c'est une association qui a été créée en 2017 sur Moorea, qui rassemble, en fait, dont les missions sont de faire de la restauration corallienne, mais aussi d'allier ça à de la sensibilisation, que ce soit locale ou un peu plus globale, et aussi allier technologie et innovation pour venir rendre la restauration corallienne un peu plus efficace. Donc, c'est vraiment un mouvement global autour de la sauvegarde des récifs coralliens. On poursuit avec Jessica, l'association Tamari Point des Pêcheurs. Qu'est-ce qu'elle fait, cette association? Alors déjà, c'est une vieille association de Punaoya qui de base a été créée par un groupe de pêcheurs de la Pointe des Pêcheurs et qui naturellement s'est tournée vers la protection de l'environnement, du coup en faisant de la restauration corallienne principalement dans le lagon de Nouloa et de la sensibilisation auprès du grand public plutôt local. Et enfin, on a l'association la plus jeune du coup autour de ce plateau, qui est Tama no Te Teiroto. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste, Pauline? Alors voilà, l'association a été créée par des biologistes marins qui sont passionnés par la mer et ils ont envie d'améliorer les connaissances du lagon en fait. Donc ça, à travers bien sûr de la sensibilisation, du partage de connaissances et au travers de projets de sciences participatives dont les coraux font bien entendu partie. Alors, on parle de protection de coraux. Est-ce que, Laetitia, on peut rappeler qu'est-ce qu'est un corail? Parce que ce n'est pas qu'un simple caillou au fond de l'eau. C'est pas du tout un caillou même. Alors le corail, c'est un animal, il faut savoir qu'il existe depuis des millions d'années et c'est un animal qui est très particulier parce que il vit en symbiose avec une microalgue dans ses tissus. Cette microalgue fait de la photosynthèse et grâce à cette photosynthèse, elle va lui transmettre son énergie. Et c'est vraiment cette symbiose entre le corail et ces microalgues qui permet finalement au récif corallien d'exister. Et c'est cette symbiose aussi qui est très fragile face à certaines perturbations environnementales. Je me tourne vers toi, Salomé. Pourquoi est-ce qu'on entend de plus en plus parler du corail et de la protection des coraux? On en entend de plus en plus parler parce qu'on estime que c'est peut-être l'un des premiers écosystèmes qui va s'effondrer. Sur les 30 dernières années, plus des 30 dernières années, on a perdu à peu près 50% des récifs coralliens dans le monde. Et on estime que d'ici 2100, 90% pourraient être amenés à disparaître. Donc, c'est vraiment un écosystème très, très important. À peu près 25% de la vie marine en dépend directement. Et si on est amené à voir ces écosystèmes disparaître, les conséquences seront en fait dominos, que ce soit pour les populations locales ici sur des îles insulaires, mais aussi dans le monde. Donc, c'est de plus en plus important. On en parle de plus en plus, mais peut-être pas assez encore. Justement, Pauline, parlons un petit peu des conséquences. Il risque de ne plus y avoir de poissons, c'est ça, logiquement? Alors oui, c'est ça, hein, les récifs coralliens, ils permettent d'abriter des milliers d'espèces. Ils permettent de donner des ressources aussi aux gens, hein. Il y a beaucoup de pêcheurs, notamment en Polynésie. On vit beaucoup de ces ressources-là, des ressources marines. Il aide aussi au tourisme et il y a beaucoup d'activités culturelles qui sont liées aux coraux. Donc, tout un panel de choses très importantes pour nous. Aussi. Donc, c'est une urgence. Donc, il faut sensibiliser sur la protection des coraux. Jessica, j'ai eu l'occasion de venir de temps en temps sur la Pointe des Pêcheurs et aller sur certains de vos spots. Quel est votre bilan depuis le début de l'association? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé positivement, négativement? Déjà, depuis le début de l'association, on a un problème de prolifération d'algues, sûrement dû à... Il y a beaucoup de gens qui vivent à Punaoya, donc je pense que tous ces frissons font qu'on a un lagon assez dégradé et aussi des problèmes de surpêche.
Et malheureusement, en fait, ces dernières années, avec les épisodes de blanchissement, on voit que on a de moins en moins de coraux et que l'écosystème est de plus en plus fragilisé. D'où l'importance de mener encore plus d'actions de sensibilisation et de protection pour essayer de ralentir en gros la course. Laetitia, le blanchissement, c'est la première étape de la disparition du corail? Non, alors le blanchissement, c'est vraiment une réaction au stress. C'est en gros, quand le corail blanchit, ça veut dire qu'il va expulser ses microalgues. Et sans ces microalgues, en quelque sorte, il va commencer une grève de la faim parce qu'il n'a plus d'apport énergétique. Donc en fait, un corail blanchi, c'est un corail malade. Et si, par exemple, les vagues de chaleur continuent ou persistent, eh bien effectivement, ce corail va mourir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on sait que les vagues de chaleur, c'est vraiment la menace principale pour les récifs coralliens mondiaux et qu'on s'attend, selon les prévisions, à avoir des vagues de chaleur annuelles, voire plus intenses. Et du coup, c'est pour ça que c'est vraiment un problème et qu'il faut essayer de limiter ces vagues de chaleur. Après, localement, comme le disait Jessica, il y a aussi d'autres problèmes qui viennent se rajouter, qui sont à la fois les problèmes de surpêche et de qualité de l'eau. Et tout ça fait que c'est à la fois la surpêche, les problèmes de qualité de l'eau et les épisodes de blanchissement qui vont mener à terme, en 2100, potentiellement à une grande perte des récifs coralliens mondiaux. En ce moment, dans les médias, on voit qu'il y a une nouvelle vague de blanchissement des coraux. À quoi est-ce qu'est due cette phase en particulier? Alors là, c'est un épisode mondial qu'on a de réchauffement de la température de l'eau dans toute cette zone tropicale. On a vu le blanchissement sur la Grande Barrière, c'était dans la Caraïbe l'année dernière, et aujourd'hui en Polynésie française, on peut voir aussi cet épisode de blanchissement qui sévit plus aujourd'hui dans l'archipel des Tuamotu. On a vraiment des zones qui sont extrêmement touchées avec plus de 50-60% de coraux blanchis. Sur Moorea, sur Tahiti, c'est un peu plus faible, ça touche les espèces les plus fragiles qui sont les acroporas. Mais on s'attend à avoir des pertes coralliennes qui peuvent aller de 20 à 30, voire 40% de mortalité corallienne qu'on sera capable de quantifier en septembre. Alors, comment est-ce qu'il faut protéger le corail, Pauline? Alors, comment protéger le corail? Nous aussi, c'est à travers la sensibilisation. On a parlé pas mal des actions qui pouvaient se faire, l'impact de l'homme avec la qualité de l'eau, etc. Donc, on pense que c'est plus à travers ce genre de choses où on pourra avoir un impact. Alors, il y a bien sûr des gens qui font de la restauration. Nous, on n'est pas impliqués dans la restauration au niveau de l'association, à ce stade en tout cas. Alors, on vient de parler de sensibilisation, mais imaginons, là, aujourd'hui, on a une émission pour sensibiliser les personnes. Comment est-ce que moi, personne lambda, je ne fais pas partie d'une association, d'un organisme, comment est-ce que moi, je peux vous aider d'une certaine manière à restaurer ce corail et éviter qu'il blanchisse? Alors, éviter qu'il blanchisse, ça va être difficile, comme on dit, c'est vraiment une anomalie thermique qui va causer ça. Par contre, on peut agir. Alors, on parle beaucoup de ruissellement, on a des eaux qui ne sont pas traitées. Tout ça, ça va avoir un impact sur le récif qui est vraiment proche de la côte. Et on pense vraiment que c'est à travers des actions qui peuvent se faire à terre que tout ça pourra être... que ça permettra de réduire le stress sur les coraux et éventuellement de réduire l'effet de blanchissement. Parce que le blanchissement, c'est dû à la température, mais ça peut être accentué par d'autres stress locaux. Donc c'est plus sur agir sur les stress locaux qu'il peut y avoir, qu'on peut faire quelque chose. Après, je me rends compte que ta question, c'est vraiment qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau. Oui, à mon échelle. C'est un peu délicat, mais déjà comprendre mieux ce que c'est le corail, ça peut aider à prendre conscience de comment est-ce qu'il meurt et comment est-ce qu'il est impacté par le blanchissement, etc. Si on parle à plus petite échelle, Jessica, on a eu parfois des exemples, en tout cas des articles qui sont sortis, comme quoi la crème solaire pouvait avoir un effet néfaste sur les coraux. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup pour éviter ce genre d'impact? Nous, on n'a pas vraiment de compétences sur cette, sur ce stress que pourraient avoir les coraux. Donc, c'est vrai que, on a un manque de connaissances par rapport à ça. Et on va plutôt concentrer nos actions de sensibilisation dans le sens où il faut qu'on pense que c'est que le corail et pourquoi c'est un écosystème plus fragile. Mais du coup, voilà, je ne pourrais pas répondre très précisément à cette question. Pas de souci, peut-être je vais me retourner vers Laetitia pour la même question. Alors effectivement, il y a de nombreuses études qui montrent qu'il y a certains composants dans les crèmes solaires qui peuvent être toxiques. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des crèmes solaires qui essayent d'utiliser des produits qui ont moins d'impact pour les coraux et pour les récifs coralliens. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'impact des crèmes solaires par rapport à l'impact des vagues de chaleur ou par rapport aux problèmes de surpêche et de qualité de l'eau, c'est quand même moins important et qu'aujourd'hui, la vraie lutte à mener, le vrai combat, c'est d'arriver à réduire ces vagues de chaleur. Et tu posais la question de qu'est-ce que moi je peux faire? Finalement, c'est dans son comportement de tous les jours. On dit qu'il faut réduire le réchauffement climatique, donc ça veut dire qu'il faut avoir des actions qui vont limiter
nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut manger moins de viande. Il faut avoir des transports plus écologiques, c'est-à-dire plus utiliser le vélo, moins utiliser sa voiture, faire attention à nos déchets. Finalement, moins on va acheter, moins on va générer d'émissions de CO2. Et c'est vraiment dans les choix qu'on fait au quotidien que chacun peut être responsable. Et des fois, je trouve que c'est un petit peu trop facile de dire c'est aux politiques de régler le problème dans les grandes réunions internationales. Et moi, j'attends, c'est être très passif, alors que chacun peut s'engager dans sa vie au quotidien et faire attention, en quelque sorte, à son bilan carbone. Et des fois, on me dit, bah oui, mais nous, à 2-3, on ne va pas y arriver. Peut-être qu'une dizaine de personnes, 20 personnes qui se rassemblent, à la fin, tous ensemble, on aura un impact et on montrera qu'on peut vivre aussi très heureux avec un bilan de CO2 à la fin de l'année qui est moins important. Et du coup, on arrivera peut-être à motiver les gens à aller vraiment vers ça. On parle de sobriété heureuse. C'est vrai que quand on parle de sobriété, ça ne fait jamais rêver les gens. Mais à un moment, si on veut régler le problème des récifs coralliens, il faut vraiment s'attaquer à ce problème des émissions de CO2. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais si par exemple on n'est qu'une vingtaine de personnes à faire des efforts finalement sur des milliards de personnes sur la Terre, c'est pas si impressionnant, c'est pas si effectif, si? Non, c'est pas effectif, mais si au départ, tu as 0 personne qui s'implique ou qui essaye de faire quelque chose, à la fin, tu n'auras rien. J'ai envie de dire, quand tu regardes dans l'histoire de l'humanité, il y a plein de choses qui, au départ, ont démarré par une poignée de personnes. Au départ, le droit de vote des femmes, on va pas dire que la majorité des hommes la voulaient. Et finalement, c'est une poignée de révoltés qui se sont battus pour qu'aujourd'hui, les femmes aient le droit de vote. Donc finalement, souvent, quand tu regardes les grands changements dans l'humanité, ça démarre d'une poignée d'engagés qui se disent « nous, aujourd'hui, on en a marre, on veut faire changer les choses ». Et je pense que chacun doit se dire « moi, à mon niveau, je peux faire une action ». Et c'est ce déclic-là qu'il faut arriver à avoir. Et je pense que c'est pour ça aussi l'intérêt des associations, c'est de sensibiliser et que chacun, à un moment, ait un déclic dans sa vie et se dise « moi, je veux m'engager parce que j'ai compris et je vais m'engager au quotidien ». Pour l'instant, Pauline, est-ce que vous avez des bons retours par rapport aux personnes que vous sensibilisez? Alors oui, il y a plusieurs niveaux. Nous, on a un grand projet qui s'appelle Yawara Vas-y, c'est pas grave. Tetoa. Mhm. Et en fait, on suit la ponte du Porites russe. Et du coup, c'est un réseau qu'on a vu qui se développait vraiment beaucoup au fur et à mesure des années. On a de plus en plus d'observateurs. Et du coup, on voit que ça arrive à sensibiliser les gens et que de plus en plus de gens prennent conscience de ce que sont les coraux, comme tu as dit tout à l'heure. Beaucoup de gens encore croient que ce sont juste des cailloux. Du coup, je pense que là-dessus, on arrive à avoir un impact et aussi via des messages de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Je vois que Salomé, tu voulais réagir. Oui, c'est ça. Je pense que, comme disait Laetitia, comme le font les deux associations qui sont aussi présentes ici, il y a un énorme manque de connaissances sur ce que sont les récifs, leur importance, ce qui nous apporte aussi, nous, en tant qu'humains. On parle de services écosystémiques qui sont rendus. Donc, on en dépend, que ce soit directement ou indirectement. Et je pense que c'est vraiment une force aujourd'hui de pouvoir dire que, par exemple, nous, Coral Gardeners, on travaille énormément localement, mais on s'est beaucoup aussi ouvert à l'international. On a beaucoup regardé cette scène internationale. On a utilisé la force des réseaux sociaux, que ce soit à débattre ou pas, pour pouvoir faire passer ce message-là. Et tu disais, est-ce que finalement nos actions ont un réel impact? Est-ce que 20 personnes, ça compte ou pas? Nous, on a des dizaines de témoignages de gens sur les réseaux sociaux qui nous envoient un message. Moi, j'ai 16 ans, j'ai vu une vidéo que vous avez fait ou un post que vous avez fait. J'ai décidé que je deviendrais biologiste marin. J'ai décidé de m'impliquer pour les récifs coralliens, alors que ces personnes, des fois, habitent juste dans des villes. Elles n'ont jamais eu l'occasion de mettre un pied dans l'eau. Donc, je pense que toutes les actions sont nécessaires. Elles sont impactantes dans une certaine mesure. Mais chaque personne sensibilisée, qu'elle ait 3 ans, qu'elle ait 5 ans, qu'elle soit d'ici ou pas, qu'elle puisse voir les coraux d'elle-même ou pas, c'est finalement un impact qui est mesurable et c'est quelque chose qui créera une différence. Mais voilà, comme disait tout le monde ici, il y a une urgence à ce que ce soit répandu à l'échelle de la planète et que toutes les personnes du monde soient autant au courant que les forêts d'Amazonie brûlent, mais qu'aussi sous l'eau, ça brûle aussi, notamment pendant des périodes d'augmentation des températures et de blanchissement corallien. De grande chaleur comme ce qu'on a en ce moment. Je reviens sur ce que tu disais, l'impact est mesurable, même si ça commence par une poignée de personnes, puisque Coral Gardeners, de base, ça partait d'un groupe de copains. Exactement, en 2017, Tito Ambernico, notre fondateur et notre président toujours, vraiment, c'est parti de vouloir faire quelque chose, basé sur l'action. La restauration corallienne, c'est une forme d'action, c'est vraiment sur le terrain, faire pousser son corail, le remettre sur le récif.
c'est vraiment parti de ça. C'était des volontaires, des gens d'un peu partout. Laetitia nous avait aidés aussi à un moment donné. On s'entoure de bonnes personnes. Mais aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur. Coral Gardeners, aujourd'hui, c'est à peu près 60 personnes qui travaillent à temps plein. Personnellement, je suis en CDI maintenant depuis 3 ans. Je suis de Mooréa, donc pouvoir contribuer pour l'avenir de mon île, ça me fait énormément plaisir. Et c'est vraiment l'idée de créer des métiers finalement, d'amener un nouveau modèle pour la conservation marine pour que ce soit à long terme. Nous, on a vraiment observé que peu importe le groupe, conservation terrestre ou marine, c'est souvent basé sur du volontariat, c'est des associations qui s'épuisent parce que les financements ne sont pas là, parce que le soutien n'est pas là, parce que la visibilité n'est pas là, alors que le travail fait, il est fantastique. Et donc, nous, on a vraiment décidé de créer un modèle qui soit viable d'un point de vue financier et qui permette à toute personne qui décide de s'engager, qui soit passionnée par l'océan, qui n'a pas nécessairement non plus, disons, la formation académique derrière pour le faire, mais qui a une connaissance locale de son lagon, de son environnement, et qui sait interagir avec cet environnement-là, puisse avoir les clés de pouvoir s'engager pour son récif. Et donc, voilà, nous, on a grandi, on est fiers de ça, et on est fiers de l'impact qu'on a pu avoir. À l'heure actuelle, bon, c'est des chiffres ça paraît un peu énorme, mais Coral Gardeners, depuis 2017, c'est à peu près 455 millions de personnes qui ont entendu parler du projet, donc qui ont entendu parler des récifs coralliens, que ce soit ceux d'ici ou ceux de l'international. C'est potentiellement un demi-million de personnes qui sont peut-être sensibilisées maintenant à ce fait-là. Et si on parle concrètement, puisqu'on parlait du blanchissement tout à l'heure, qui est un petit peu compliqué à notre échelle de lutter contre. Par contre, on peut restaurer. Qu'est-ce que vous faites à Coral Gardeners pour restaurer les coraux? Alors, nous, on se concentre sur une certaine mission qui est donc la restauration corallienne. Faut savoir que la restauration corallienne, pour être efficace, c'est beaucoup de choses. C'est de la sensibilisation, c'est travailler sur les stresseurs en amont, donc travailler sur les ruissellements, travailler sur le blanchissement, sur l'augmentation des températures, c'est un peu plus compliqué. Comme on l'a dit, c'est le changement climatique, donc c'est à chacun de faire un geste, comme le disait Laetitia. Mais vous avez des petites techniques spécifiques. Voilà. Mais nous, par contre, on utilise une méthode de restauration corallienne qui s'appelle le coral gardening, donc le jardinage de corail. C'est assez simple. C'est un peu comme faire du bouturage de plantes, on va dire. Okay. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le récif, notamment dans des périodes de blanchissement comme ça, on essaye d'identifier des colonies résilientes. Donc, pas forcément des espèces, mais vraiment des individus, toi, moi, plus ou moins adaptés à ces périodes de changement climatique assez importantes. Et on va fragmenter ces colonies-là. Donc, pas plus de 10%, parce qu'on ne veut pas faire plus de mal que de bien, évidemment. Donc, ça fait en moyenne 25 fragments, on va dire. Et ces coraux-là, on les met dans des nurseries sous l'eau. Donc, à l'heure actuelle, entre notre branche en Polynésie française et celle qu'on a ouverte récemment à Fidji, on a à peu près 29 000 coraux en nurserie. Donc, c'est des coraux dont on s'occupe. Il y a vraiment une maintenance, il y a un suivi scientifique tous les 3 mois. On évalue la santé, la prévalence de maladies, de prédation, l'état du blanchissement également. Par exemple, dans la période qui vient de passer, toutes les 2 semaines, on y était. Puis, on voulait voir cette évolution, observer peut-être les différences sur les réactions des coraux. Et puis, en fait, ces coraux-là vont passer à peu près 18 mois dans nos nurseries. Donc, après 18 mois et quelques années, la plus vieille nurserie qu'on a bientôt 4 ans, il y a vraiment un écosystème qui est venu s'installer dans cette nurserie. On a des poissons qui peuplent nos coraux, des crabes, des crevettes, vraiment toutes sortes de micro-organismes aussi. Et donc, il y a vraiment une vie au sein de la nurserie. C'est un peu un mini-récif. Et une fois qu'ils ont atteint une taille mature, plutôt conséquente, on parle de coraux un peu de la taille d'une balle de volley, on va venir les réintroduire sur des récifs qu'on a identifiés dégradés. Donc, c'est souvent des récifs où il y a une couverture corallienne qui est présente, donc du corail vivant, mais dans des pourcentages un peu faibles, avec souvent, finalement, comme le font Tamari Point des pêcheurs, justement, on va revenir sur eux. Une prévalence d'algues qui vient finalement concurrencer la place des coraux. Donc, nous, on va venir retirer ces algues et puis pouvoir les remplacer par des coraux directement à taille mature. Et il y a un peu un changement de dynamique dans le récif qui est assez important, assez rapidement. Et c'est comme ça qu'on vient restaurer. C'est un peu comme du jardinage. On cultive des coraux dans des nurseries, puis on les remet sur des récifs qui en ont besoin. Justement, Jessica, est-ce que tu peux nous parler des actions que vous faites avec l'association Tamari Point des pêcheurs? Oui, du coup, nous, on a aussi des actions de restauration corallienne. Et comme l'a dit Salomé, c'est très complémentaire avec les actions de sensibilisation, ça va de pair. Par contre, voilà, nous, nos actions de restauration, elles sont très localisées. Donc, on se base aussi sur des méthodes de coral gardening, donc de jardin de coraux. On va mettre, nous, c'est plutôt des fragments d'opportunité, c'est-à-dire des coraux qu'on va retrouver cassés par la houle ou un coup de palme directement dans le lagon de la Pointe des Pêcheurs. Et en fait, nous, on va vraiment faire des actions très localisées sur des sites d'intérêt. Parce qu'en fait, malheureusement, ces techniques, elles ont des limites.
parce qu'on se base sur une reproduction qui est asexuée, donc ça veut dire qu'on peut pas, voilà, on va peut-être mettre un peu plus de coraux, mais peut-être pas les meilleurs. Et de toute façon, vu l'effort que ça demande, je pense que tout autour de cette table, on se rend compte que, voilà, agir sur le récif dans le milieu sous-marin, c'est très compliqué, niveau logistique, même au niveau effort humain. Et du coup, nous, on concentre vraiment nos actions sur 3 sites emblématiques de Punaoya où il y a un intérêt social, culturel et économique. Donc, c'est des sites qui sont très fréquentés par des pêcheurs, des surfeurs, mais aussi des touristes à travers la plongée ou le snorkeling. Et malheureusement, en fait, dans des épisodes de blanchissement qui sont à trop grande échelle, ces techniques, elles sont très limitées. Donc, on va plutôt les utiliser pour la sensibilisation, c'est-à-dire inclure le grand public dans ce qu'on fait et comment on peut restaurer une petite zone pour la garder un peu jolie. Mais malheureusement, on peut le faire que de manière très localisée. Donc nous, on fait le bouturage, donc on va multiplier un peu la place des coraux à un certain endroit, mais on va surtout arracher les algues. Donc ça, c'est une action qu'on fait depuis 2008, que les pêcheurs de Punaoya ont compris depuis très longtemps, et particulièrement la prolifération des algues brunes, qui prennent beaucoup plus de place aujourd'hui, encore plus quand il y a des épisodes de blanchissement qui conduisent à des épisodes de mortalité corallienne. Donc, il y a moins de coraux et beaucoup plus d'algues. Et ça, c'est vraiment le cas à Punaoya. Donc, c'est une technique de restauration corallienne. C'est récolter les algues pour donner un petit peu plus de place, mais récolter pour la valoriser. Donc, si on l'arrache pour la laisser dans l'eau, par exemple, ça n'a pas trop d'intérêt parce que on va aussi participer au problème vu qu'elles vont coloniser d'autres récifs de cette manière. Du coup, voilà. En gros, on va essayer de multiplier un peu les coraux à un certain endroit et arracher les algues à un certain endroit pour restaurer des zones d'intérêt. Je me tourne vers toi, Laetitia, pour la prochaine question. Est-ce qu'on le voit, hein, les différentes associations, les différents organismes luttent contre le blanchissement du corail à leur échelle ou la restauration, ils font de la restauration. Est-ce que tous ces efforts, aujourd'hui, ont abouti à un changement positif? Alors, le problème, c'est ce qu'a dit Jessica, en fait. C'est aujourd'hui notre capacité à restaurer à grande échelle. En fait, tous les projets de restauration, en général, ils sont menés sur des petites échelles. Et un récif corallien, si on prend par exemple le récif de Moorea, on a toutes les pentes externes qui ont été en gros dévorées par les taraméas. Donc on a 1 à 2% de corail vivant. Donc ça fait je ne sais pas combien de kilomètres carrés qu'il faudrait restaurer. Et aujourd'hui, humainement, financièrement, c'est impossible de se dire on va replanter des coraux tout autour de Moorea. Sachant qu'un corail, ça C'est pousse lentement. financièrement pas possible et humainement pas réalisable. Donc en fait aujourd'hui c'est là le problème et la limite des techniques de restauration, c'est qu'en fait on peut pas restaurer sur des grandes échelles. Donc quand ils choisissent comme ça des zones d'intérêt où vraiment ils veulent recréer des petites zones un petit peu de vie, voilà, ça peut marcher, mais encore une fois comme elle a dit, quand il y a les épisodes de blanchissement, finalement, on va encore avoir de la mortalité corallienne. Et nous, on l'a vu dans les pépinières qu'on a, parce qu'on a des pépinières coralliennes, nous qui ont des buts de recherche. Et c'est des coraux qui ont été sélectionnés pendant l'épisode de 2019, donc qui résistaient à l'épisode de 2019, sachant qu'on a perdu 50% des boutures. Donc on a eu 2000 boutures qui sont mortes. Sur celles qui sont restées, on a cru qu'elles allaient résister au prochain épisode. Et aujourd'hui, on constate qu'on n'a pas encore les chiffres à peu près, mais on a encore quasi 30 à 40% de mortalité. Et ce problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore bien les mécanismes de thermotolérance, mais ce qui se passe, c'est que certains coraux qui blanchissent vont changer de partenaire d'algues. Donc, au lieu d'avoir l'algue C, elles vont prendre l'algue D. Avec la D, elles sont résistantes, mais c'est un partenariat qui est flexible dans le temps. Donc, en gros, une année, il prend la bonne partenaire pour passer la vague de chaleur et tout va bien. Et 4 ans plus tard, il s'est dit, je vais rester avec la C, et là, il va mourir. Et donc, tant qu'on ne connaît pas finalement, pour les différentes espèces, quels sont les mécanismes qui leur permettent de résister, on a forcément toujours de la mortalité corallienne qui s'ensuit, même quand on fait de la restauration, et même quand au départ, on pense sélectionner en quelque sorte des individus qui sont résistants. Donc, il faut poursuivre tous ces efforts. Est-ce que cette sensibilisation, ce genre d'émission pour sensibiliser le grand public, Pauline, ça va mener à des efforts communs et peut-être une amélioration d'après toi? Oui, enfin, il faut l'espérer. En tout cas, on est là pour ça. Je pense que tout le monde ici dans la salle a envie que les choses avancent, que la recherche continue, comme disait Laetitia, pour cibler les mécanismes qui conduisent au blanchissement et voir comment est-ce qu'on pourrait avoir des super coraux qui pourraient peut-être être utilisés dans le cadre de projets de restauration.
C'est sûr que c'est ce qu'on veut tous, que ça fasse passer un message aux gens et qu'ils prennent conscience de tout ça et qu'on puisse agir sur des Mets-toi bien devant ton stress, micro, excuse-moi. sur des on t'entend. stress plus locaux, quoi. Mhm. Comment est-ce qu'on pourrait inciter les gens, pour terminer l'émission, Jessica, à s'investir dans vos associations, par exemple? Déjà nous contacter directement sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on est tous sur les réseaux sociaux et on peut prendre contact avec nous. Et aussi à s'inscrire, je pense que pour Cora Garners et Tamano Teta Hiroto, il y a des actions bénévoles ou un certain planning ou des événements dans lesquels on peut participer. Donc, tout simplement adhérer aux associations. Tout simplement. On va vous donner justement les sites, puisqu'il y a des pages Facebook, mais il y a surtout les sites. Donc le site du CRIOB tout d'abord, c'est crioble.pf. Il y a aussi Coral Gardener, coralgardener.org/fr, tamanoteteiroto.org et enfin tamari.depêcheur.org. Voilà, vous avez les sites et les pages Facebook. Merci, mesdemoiselles, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci. C'est la fin de notre émission. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. En attendant, voici votre VA, votre journal en tahitien. Passez une bonne soirée sur TNTV. Maruru totato farerir a, trahuma parhiana.